On va commencer tout simplement par le port du Pirée, pour s'intéresser au système économique, au modèle urbain, à tout un tas de petites questions de pourquoi les gens sont habillés comme ça, etc. etc. Voilà, Patrice, je vais te poser des questions et il va y répondre. Si vous en avez, vous n'hésitez pas. Et je promets de ne pas tuer de cheval. Tout le monde rit parce que tout le monde sait que je vais finir par tuer un cheval alors que j'ai pas demandé, mais c'est pas Red Dead Redemption, c'est-à-dire que là, le cheval, vous pouvez monter à 90 degrés comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Pour la carte, vous l'avez ici, hein. Pour vos éléments de géographie, ici c'est Ulysse. Ça c'est Sparte, les Lacédémoniens. Hein. Vous avez un certain nombre d'îles. Je ne suis pas allé en Crète, j'ai pas eu le temps. Et on commence donc au centre de la ville d'Athènes, en se baladant dans le port. Moi, ma question, c'est est-ce qu'on parle de thalassocratie à l'époque? Comment ça fonctionne économiquement en fait? Absolument. Enfin, la thalassocratie, ça veut dire la puissance par la mer. Et Athènes avait, grâce au port du Pirée, avait à peu près, je dirais, le contrôle de l'ensemble de la mer Égée. Et c'est la raison pour laquelle on appelait ça une thalassocratie, le pouvoir sur la mer et par la mer. Alors, moi, ma question est est-ce que le bateau est réaliste et c'est grands hangars? Alors, les hangars existent, oui, absolument. Les hangars existent. Ils ont été construits au IVe siècle. À l'époque de Périclès, non. Hein. Mais ils ont été construits au IVe siècle. Et les trières qu'on voit, le bateau qu'on voit à droite, les trières, correspondent assez bien à ce que l'on connaît des trières antiques, qui ont été à peu près bien restaurées. On les connaît. Et donc là, sur le bateau, est-ce que... Alors, vous savez qu'une des polémiques qu'il y a eu sur le jeu, c'était que les gens étaient étonnés du côté coloré. Est-ce que les trières étaient comme ça, peinture? Tout le temps. Et plein de couleurs en Grèce. Ce qu'on voit, le Parthénon, on le voit blanc, mais en fait, il était peint de partout. Et les statues que vous voyez, la Vénus de Milo, par exemple, ben, il faut l'imaginer, elle devait être dorée. Elle était dorée. Enfin, tout est, il y a que des couleurs en Grèce. Donc ça, c'est plutôt... Ah oui, c'est tout à fait réaliste. Oui. Très bien à l'œil aussi. Très bon à l'œil. L'œil, vous voyez, c'est un petit peu comme pour ceux qui connaissent ce qui se passe en Turquie. Vous avez en Turquie, vous avez l'œil le bon œil, la chance. Ben là, on a une très bonne représentation de l'œil. C'est plutôt bien. Hein, okay. Alors, on va. Si vous voyez des choses qui vous intéressent, vous le dites. Hein. Je vais dire, bon, ok, à part le fait que je pousse des gens. Oui, c'est un peu bourrin quand même. Non, j'ai le gars, je parle pas de toi. C'est une dame. Et qu'est-ce que je veux dire? Et j'ai tué personne. Non. Et alors là, dans l'espace urbain, pareil, est-ce que ça paraît réaliste? Oui, ça paraît tout à fait réaliste. Pour l'instant, ça paraît tout à fait réaliste. Il faut imaginer les magasins qui sont un petit peu comme ça, il y en a partout. Alors, le pavage est assez bien réussi aussi, parce que ce sont des galets en fait. Hein. On n'est pas dans des dalles comme à Rome, ce sont des galets aplatis. C'est plutôt bien fait là, oui. Et alors là. Alors, des statues, si on veut, mais faire là au Pirée, je ne suis pas sûr qu'il y en avait là partout. Il n'y en a pas en tout le coin de rue. En principe, il y a des statues sur la place publique, sur l'Agora par exemple. Ok, on va y aller juste après. Et là, donc là, ce genre de statue, cette taille-là. Non. J'y crois pas du tout. Non, j'y crois pas du tout. C'est drôle, les bras comme ça, non. Si on est à l'époque de Périclès, franchement, je vois pas là. Hein. Ce type d'attitude, on peut le voir par exemple à l'époque hellénistique, c'est-à-dire au IIe siècle, ce qu'on appelle l'art pergaménien. Enfin bon, c'est pas grave, on n'en est pas anachronisme près, puis non mais c'est pas une histoire de l'art. Je veux dire, c'est pas grave. Mais n'imaginez pas au 5e siècle, on ait beaucoup de statues comme ça avec les bras. Et il faut attendre l'époque hellénistique pour avoir des bras. Parce que le mouvement est arrivé très progressivement dans la statuaire grecque. À l'époque archaïque, au VIe siècle, on a à peine des bras qui sortent, des coudes qui sortent. Et le mouvement a été gagné petit à petit, et il arrive, on va dire, vraiment au 3e, 2e siècle, à l'époque hellénistique. Okay. Alors, sur l'habillement des gens, là, les espèces de... Ouais, les tuniques courtes, oui. Alors là, la tunique courte du gars qui arrive là, hein, si c'est bien le cas, oui. Non, parce que je me suis fait avoir une fois, je ne voudrais pas quand même. Oui, ça correspond à ça. Ça, c'est la tunique de l'esclave. D'accord. Voilà, l'esclave habillé comme ça, pas forcément une ceinture d'ailleurs, mais voilà. Ça, on en parlera des esclaves. Là... La chouette d'Athéna. Donc ça, c'est le symbole d'Athènes. C'est le symbole d'Athéna. Donc petit à petit, c'est l'oiseau. C'est l'oiseau d'Athéna. Hein. Donc petit à petit, c'est devenu
le symbole d'Athènes, et sur les pièces de monnaie athéniennes, il y avait comme symbole la chouette. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, au 5e et au 4e siècle, les pièces athéniennes étaient appelées les chouettes. D'accord. Si vous n'avez pas votre mythologie grecque, il fallait réviser les gars. Donc voilà, on va... Alors comme tu vois, des statues, il y en a tous les 4 mètres. Il ne faut pas se gêner. Et donc voilà, on va... Alors on va aller rapidement plutôt dans le centre d'Athènes, ce qui a l'énorme avantage, un, de nous faire une atmosphère ensoleillée sympathique, deux, d'économiser un voyage scolaire. Et ça, c'est quand même des journées et des journées de stress épargnées. Hein. Pour avoir emmené 10 de mes étudiants à Berlin il y a quelques années, je ne le referai jamais. Et là, on va pouvoir y aller tranquillement. J'ai fait ça avec, il y a plus de 25 ans, avec 30 étudiants à Athènes, Oula. pendant une semaine. Combien J'ai ramené 2 couples. Donc, bon allez, on va y aller, on va pas y aller à pied, parce que sinon ça, je me téléporte, hein, parce que je sais que je vais pouvoir... Il y a 6 km environ entre le Pirée et Athènes. Donc là, évidemment, ce que vous avez dans tous les Assassin's Creed, c'est ces petits moments de fiches de révision, hein, qui sont censés vous dire soit des choses sur le jeu, soit des éléments historiques. Donc par exemple, la Ligue de Délos a été formée en 478 à EC, avant notre ère. AEC, en principe c'est AC, Ante Christum. Maintenant AEC, je sais pas. AEC, comment? Avant l'ère chrétienne. Avant la chrétienne. BCD. Before Christian Era. Ok, traduction de l'anglais. Et donc c'est vrai que vous aviez ces petits messages un peu partout dans chaque Assassin's Creed. Dans Syndicate, c'était les pubs anglais ont été créés au XVIe siècle, etc. C'est une manière de réviser comme une autre. Je suis pas sûr que ça vous fera une note de partiel vraiment hyper forte, mais bon. Alors, là tu reconnais, je suppose, enfin peut-être pas encore, mais... Ah, ça pourrait être le Parthénon. Donc là, je vais faire un petit saut en essayant de ne pas me tuer. Ah oui, bien joli. Donc ça, c'est le réalisme d'Assassin's Creed. Tu sautes de 25 mètres dans un truc, il n'y a pas de problème. Là, on est donc sur le Parthénon, derrière des propylées. Voilà. Oui. Et là... Alors, ça c'est bon, ça, c'est l'Athéna d'Athéna Promachos. Mais la lance elle était dirigée non pas vers le haut, mais comme si elle devait menacer quelqu'un. Enfin, c'est une grande statue qui mesurait peut-être une vingtaine de mètres de hauteur. Donc c'est pas mal ça. Et alors, question de bête, en quel matériau? En bronze, et la pointe de la lance était en or. Oui, ça c'est le talent en fait. Genre moi, on me poserait des questions comme ça sur la République de Weimar ou sur les nazis, j'en saurais rien quoi. Je dirais, non. Oui, bon, il y avait un truc, etc. Jean? Elle n'était pas crise éléphantine. Ah non, celle qui est crise éléphantine, c'est celle qui est à l'intérieur du Parthénon. Ah, on la verra peut-être. Tu me guides? Alors il faut entrer dans le Parthénon, mais on entre non pas par ce côté-là, qui est l'ouest, il faut entrer par le côté ouest, l'autre côté, vous voyez hein. Alors il est un peu blanc, un peu trop blanc peut-être, sauf la frise qui est peinte, mais c'est pas mal, la frise est bien peinte en bleu, il y a beaucoup de bleu, oui en effet. Non mais c'est vrai, dans la réalité il y en a eu beaucoup. Par contre les étendards, vous pouvez les évacuer. Hein. Ok. Et il faut que je rentre par où? Et tu rentres par l'est, de l'autre côté, tu vas jusqu'au fond et à droite. Voilà, on y est, on est bien. Voilà, on y est. Voilà. C'est pas aussi aller dans l'autre côté parce que je crois qu'ils ont mis le trésor avec mais je suis pas sûr. Ah bah vous me dites. Hein, oui, il y a l'autre côté, c'est l'Opisthodemos. Voilà. Là, on rentre dans le temple lui-même, et là, il y a la statue. Voilà. La statue chryséléphantine, qui était en or et en ivoire. Toute la toge, enfin tout le péplos d'Athéna était en or, les bras, la tête étaient en ivoire. Alors attention, c'est pas de l'or massif. Il y a une âme de bois dans la statue, et elle est recouverte de plaques d'or. Voilà. Alors là, le grand serpent, là, il n'était pas aussi gros que ça. Il y a un serpent, effectivement, mais il n'est pas aussi gros que ça. Mais c'est assez réaliste. Hein. On a des copies de cette statue. Hein. Et oui, c'est la question que j'allais te poser en termes de sources. Comment? Parce que l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on avait regardé le phare d'Alexandrie, nos amis égyptologues nous avaient dit qu'en fait, on n'avait pas de traces picturales du phare et qu'il y avait une reconstruction postérieure. Là, comment on sait? On a des copies, simplement, cette statue a été copiée, alors elle a été copiée en réduction, elle a été miniaturisée, et si un jour ceux qui sont allés au musée d'Athènes, au musée national, vous verrez cette sculpture, on l'appelle l'Athéna du Barbakion, c'est l'Athéna de la boucherie, si vous voulez, puisque c'est dans le quartier de la boucherie qu'elle a été retrouvée. Donc elle a été copiée,
elle a été copiée au 1er siècle avant notre ère sur l'original. Donc on sait, il y a les Américains à côté d'Atlanta, on fait la reconstitution à grandeur nature, parce que les Américains font toujours grandeur nature, même plus grand que nature s'ils peuvent. Et il y a, dans le musée d'Atlanta, il y a une représentation d'Athéna chryséléphantine. La statue, alors, a été faite par le grand sculpteur le plus connu de tous, Phidias, copain de Périclès. Qu'on va rencontrer tout à l'heure, mais qui a des problèmes. Ah oui, il a eu des problèmes. Ouais, il y en a qui ont essayé et Il y en a qui ont essayé. Alors, il faut me guider. Voilà, tu reviens, alors tu passes par l'ouest maintenant. Là, tu étais à l'est. Voilà. Là, tu longes le temple, voilà. C'est ça, tu suis quelqu'un encore, oui. Et après en principe, on ne rentre pas par l'ouest. Hein. Enfin, je suppose que c'est la partie la plus sacrée, l'Opisthodomos, et c'est là où est enfermé le trésor. Le trésor de l'île de Délos. Oui, voilà. Alors, en principe, il y a une porte. Voilà, ici, voilà, là, il y aura une porte qui était en principe fermée. Alors là, je n'étais pas ouvert. Hein, là. Ah, je vais pouvoir piquer. Oui, alors là, bon, là, ça fait un peu caverne d'Ali Baba. Ça fait caverne d'Ali Baba. En réalité, ce qu'il y avait, c'était des lingots d'argent et des lingots d'or. Parfois des pièces monnayées, mais en général des lingots, qu'on fondait en lingots, parce que c'était beaucoup plus pratique à peser, à compter avant de partir à la fonte. Bon, là, ça fait plus, effectivement, caverne d'Ali Baba, d'autant plus que elle est ouverte en plus. C'est sympa. En argent, servez-vous. Question bête, donc c'est le trésor de Délos? C'est le trésor de la Ligue de Délos. Les Alliés devaient payer tous les ans à Athènes de quoi les protéger en quelque sorte. Et ce qui fait que petit à petit, cet argent s'est amassé dans les caisses d'Athènes et dans l'Opisthodomos, c'est-à-dire la salle arrière du Parthénon. D'accord. Alors, ça on va peut-être en parler après sur la question des guerres et de la Ligue de Délos. Entre Sparte et Athènes, etc. Donc Délos, c'est ici. Hein. Le problème, c'est que c'est une toute petite île. Alors, elle paraît aussi grande que Kéos, par exemple, alors que Délos, c'est la taille du campus. Hein, depuis Unitec jusqu'à la grille de la fac de sciences. Hein. C'est déjà assez petit, grand, hein. je trouve. Non, mais c'est tout petit, alors que Kéos fait 100 km². D'accord. Bon. Et donc ça, c'était des donations guerrières. Mais non, c'est pas des donations, on va dire, c'est des impôts que payent les alliés. Hein, c'est pas... Oui, c'est beau quand même la contemporaine, toute cette culture générale qui s'exprime, etc. Et cet endroit-là, il a une utilisation religieuse quand même. Le Parthénon, non, aucun temple n'a d'utilisation religieuse. Les fidèles, dans la religion grecque, ne sont jamais réunis dans un temple pour prier. Le temple, c'est uniquement la demeure du Dieu. C'est pour ça qu'il y a une statue dans le temple. On ne fait pas de temple, il n'y a pas de statue. Hein. D'accord. C'est nous qui avons une vision, je dirais, judéo-chrétienne de que ce soit l'église, ecclésia, hein, l'assemblée ou la synagogue, qui est le lieu de rassemblement des fidèles où ils prient. Pas du tout, on ne prie jamais dans un temple. Ce qu'on fait pour un dieu, on fait du sacrifice. On va tuer un cheval, je te rassure, mais encore que ça puisse se faire. Et donc, alors attends. Là, il prie, là, oui. Oui, on prie effectivement en levant les bras au ciel. Le serpent cosmique, il me semble. Le serpent cosmique. Non, ça c'est une blague. Non, mais. Il lève les bras comme ça. Il lève pas les bras comme ça, comme tu dis. Les paumes doivent peut-être vers la main, vers le haut, pardon. Voilà, ça c'est bon, ça. Voilà. Il s'adresse à la divinité. Quand on s'adresse aux divinités du ciel, c'est les paumes vers le haut. Quand on s'adresse aux divinités ctoniennes du sol, on s'adresse avec les mains vers le bas. Par exemple, Hadès. Alors, ceux qui font des prières à Hadès, il n'y en a pas. Hein. Hadès, je vous rappelle, c'est le dieu des morts. Quand vous avez des divinités dites ctoniennes, des divinités, par exemple, vous pouvez avoir Déméter. Voilà, c'est Corée, Perséphone. Il se moque de moi, c'est pas mal. Ou de moi. Non. Mon niveau de connaissance est... Est-ce qu'il y a d'autres endroits que tu veux voir sur le... Non, ça a l'air sur l'acropole. Il y a la porte d'entrée d'Athéna Niké. Ok. Voilà, on peut toujours dire Niké, pas Nike. Bon. Non, Démosthène, tu restes. Démosthène, déesse de la guerre. Ah, là. Non, il me parle. Mais si je lui réponds, je vais rentrer
D'accord, réponds oui, mais par contre, il faut quand même que tu saches que Démosthène est né 35 heures après la mort de Périclès. D'accord. Donc, ça sera difficile de les voir tous les deux. Enfin, on peut imaginer si tu veux. Voilà, ça c'est les propylées de l'Acropole. Hein. On voit, voilà. Ça c'est les propylées qui ont été un des premiers. Mot à mot, ça veut dire ce qui est avant la porte. Voilà. Et c'est le. Et à gauche, là, vous avez un simili-temple d'Athéna. Oui, c'est bien, c'est le temple dit d'Athéna Niké. Celui qui a dit. Il existe encore. Hein. Ce qu'on vous a montré, là, ce sont tous les temples qui actuellement existent sur l'acropole d'Athènes. Donc pour ceux qui sont aussi mauvais que moi, Athéna Niké, c'est Niké la victoire, Voilà. qui donne le mot Nicolas. Oui. Non, Nicolas, ça veut dire celui qui amène le peuple, le Laos, à la victoire. C'est encore mieux. J'ai pas perdu mon après-midi. Ah non, là. Donc là sur la pardon, sur la taille de la ville, sur la densité. C'est difficile à dire. Hein. Il y a, à mon avis, beaucoup trop de temples. Ce que je vois là, à peu près au milieu, là, presque au milieu, c'est le rocher, c'est probablement le rocher de l'Aréopage. Je peux aller faire un tour. Oui. Non, désolé. Voilà. C'est bon. J'avais failli mourir, hop, voilà. On va aller faire un tour. Ok. Hop, voilà. Ah, c'est mieux, c'est mieux. On va aller faire un tour dans la tête. Alors là, vous pouvez quand même profiter d'une chose, mais Alors, on rentre sur l'agora, là. je sais pas. Oui. On peut rentrer sur l'agora. Et alors, dans un des petits cartouches, il disait que l'agora était un lieu de discussion, mais aussi de vente. Enfin, il y avait Oui, du commerce. l'agora, c'est un triple lieu religieux, politique et économique. Voilà. Et là, donc, on est sur une agora un peu, je dirais, reconstituée complètement, puisque, oui, le tapis, il y a déjà des tapis pour accueillir le président chinois. Bon, alors, Et là, donc le rocher. alors, le rocher, c'est le rocher de l'Aréopage, oui, c'est ça. Qui est tout près de l'agora, en fait. Et l'aéropage, ça. L'Aréopage, c'est le rocher sacré où se réunissait le tribunal dit de l'Aréopage, Ah bah voilà. qui veut dire la colline du dieu Arès, le dieu de la fureur guerrière. Voilà. Alors, il n'y avait pas de construction sur l'Aréopage, puisque les juges se prononçaient à ciel ouvert parce qu'ils devaient juger les crimes de sang. Or, si on jugeait un crime de sang dans une pièce fermée, ça signifiait que le lieu était souillé. Donc, il ne fallait surtout pas souiller le lieu, et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de construction, donc c'est plutôt bien fait. Qu'est-ce qu'ils font cela? Ah, Dans une tai chi. c'est du yoga, Ikra, Ah ouais. c'est magnifique. Bon, alors c'est très bien, oui, mais vous savez, les sous-vêtements, puisqu'on dit, là, ça n'existait pas dans. Et donc il faisait ça comment? Et quoi, le tai chi? Ça, oui. Bah oui, bien sûr. Le sport en Grèce, le sport se pratique au hiver. Bah oui. Ok. Alors ça a fait un débat évidemment pour tous les pervers qui ont pris le personnage féminin pour savoir ce qu'elle avait sous sa jupe. Et elle a donc effectivement une culotte en tissu, ce qui n'existait pas à l'époque. L'erreur historique est énorme. Donc si vous ne le mettez pas dans la copie de l'examen, faites gaffe. Je suis en train de saboter votre partiel, là, ça... toutes les accroches. Alors, comme a dit Patrice Vince, etc., sur ton collègue de Paris 4, il y a un collègue d'Antique qui a fait un petit commentaire sur le point, sur le jeu, et qui disait que la ville était absolument pas assez dense, qu'elle était beaucoup trop propre, qu'il n'y avait pas la fonction commerciale omniprésente, des petits baraquements, etc. Donc, On l'a vu opérer tout à l'heure, ici on ne le voit pas. On a l'impression ici qu'il y a que des temples. Ah là, un peu plus, alors, je dirais là. et question bête, il y avait combien d'habitants? Alors, ce qu'on connaît, c'est le nombre d'habitants en Attique. C'est-à-dire sur l'ensemble du territoire, qui fait 2500 km² à peu près. Et le nombre d'habitants au maximum à Athènes, un peu avant la guerre du Péloponnèse, il peut y avoir 500 000 habitants dans toute la... C'est énorme, hein. C'est énorme pour une cité grecque. Athènes, la ville même d'Athènes, on n'a aucun moyen de le savoir. Aucun moyen. Donc je peux vous dire
que vous mentir, donc c'est pas un problème. Mais on a comme moyen de le savoir. Par contre, le nombre de citoyens n'a jamais dépassé 50 000. D'accord. Ça, on y reviendra après sur les institutions politiques. Voilà, ça correspond assez bien à une rue antique, ça. Hein. Voilà, avec des chiens, oui. Aristophane en parle, qui c'est celui-là? Ça, c'est la victoire, hein. C'est donc l'homme qui a le chien de l'époque. Oui. Bien fort. Par rapport à ce qu'on savait pour l'histoire romaine, on les a vus tout à l'heure dans les grandes statues, mais il n'y a pas de présence militaire dans les rues. Et moi j'ai joué au jeu et on les voit très très peu. Et est-ce que c'est une particularité de la Grèce antique? Alors, c'est juste une particularité de cette époque-là? Non, non, la Grèce antique, Athènes notamment, ne connaît pas de police. Il n'y a pas de police. Et, le seul endroit où il y a quelque chose qui ressemble à une police, c'est sur la Pnyx, sur l'Assemblée du peuple, où il y a des archers qui sont chargés de faire régner un semblant d'ordre dans l'Assemblée du peuple. Et les archers et les policiers, là, ça ne fera pas plaisir à certains, sont des esclaves. Cela dit, il ne faut pas imaginer, la dénonciation est permanente. Donc il n'y a pas de policier, mais il y a pire, il y a le voisin. On peut continuer des heures à se balader dans Athènes. Est-ce que vous avez des questions sur la ville? Oui, j'ai posé toutes les questions bêtes, hein, donc vous pouvez y aller parce que... Oui. Posez maintenant les intelligents. Ouais, au niveau de l'agora, tout à l'heure, on a des statues qui étaient éridées sur des colonnes. Est-ce que ça a une signification particulière? Est-ce que c'est une mention de ça? Alors il est rare que les statues soient sur des colonnes. Elles sont en général sur des bases. Alors il est vrai que sur l'agora, il y a eu, on a installé beaucoup de statues. De même aussi sur l'acropole, hein, il y en avait aussi beaucoup. Petit à petit, en fait, il ne faut pas imaginer à l'époque de Périclès, il ne doit pas y en avoir des masses. C'est progressivement qu'on a pris l'habitude de mettre des statues. Alors notamment quand la fin de la démocratie est arrivée, où des riches citoyens, des rois ont vu leurs statues sur l'agora ou sur l'acropole. Ouais. Là, cela dit, c'est difficile de dire combien il y en avait, puisque on en connaît très très peu actuellement. C'est surtout les bases qu'on connaît. Hein. Non, mais ça n'existait pas. Non, ça c'est colonne sur l'aréopage. Doc. Oui, derrière, il y a, ça s'appelle aller sur la carte si vous voulez. Voilà pourquoi c'est moi qui joue, parce que après c'est à moi qu'on donne des ordres. Tu vas sur la carte, etc. Voilà, alors on voit un espèce de théâtre là vers l'acropole et juste à droite, est-ce qu'on peut aller vers ce lieu? Parce que j'en ai jamais entendu parler dans les cours. Okay. Voilà. Je me rappelle plus, non, c'est un nom avec Périclès, je crois. L'Odéon. Oui. L'Odéon de Périclès. Voilà, c'est ça. C'est bon, ça y est. Je vous ai jamais parlé de l'Odéon de Périclès. Honte à moi. Je ne crois pas. Ou alors je n'ai pas là. Honte à moi. Je crois. Alors, on va y aller tranquillement. Il y a un théâtre et un Odéon. Il ne faut pas courir trop vite. Là, on longe l'acropole directement. Voilà. Ah, culotte, voilà. C'est bon. Je vais y aller, c'est à 400 mètres. Alors, il y avait un Odéon. L'Odéon, c'est un petit théâtre ouvert. Tiens, un cheval. Voilà. J'ai des promesses à tenir. Donc on y va tranquillement. Ça va plus vite. Il y a un théâtre. Le premier théâtre en pierre a été construit précisément à l'époque de Périclès. Et a été construit également un Odéon, c'est-à-dire un petit théâtre, plus petit mais fermé. Odéon, ça veut dire qu'on y jouait de la musique. Et le théâtre, ça veut dire l'endroit où on voit. La vitesse des chevaux est limitée en ville. Oui, à 80 km/h. Non. Voilà, totalement réaliste. Hein. Voilà, ok. Alors, ça c'est le théâtre. Théâtre de Dionysos. Théâtre de Dionysos, mais alors le théâtre de Dionysos, il n'est pas carré, il est arrondi. Hein. On a l'impression que c'est en 3 pans, là. Non, il est complètement arrondi. Et c'est pour les spectacles? Ah oui, c'est pour les pièces de théâtre. D'accord. Voilà. Donc on joue les grands classiques. Ce qui, à l'époque, n'était pas des grands classiques, mais effectivement, oui.
Et donc ça, c'est ça votre question Oui, vous pouvez entrer si vous voulez. Odéon Périclès, d'accord. Enfin, à mon avis, si je rentre, je vais déclencher un truc. Il y en a là. Je crois que c'est celui-là. Alors évidemment, j'ai choisi le mauvais truc, c'est C'est à droite. Hop là, Oui. magnifique. Et hop. Voilà, alors là, c'est une reconstitution totale, hein, puisque le don Périclès, on ne connaît que quelques fondations, puisqu'il y a eu d'autres constructions ensuite. Mais ce qui est pas mal, c'est les peintures. Hein. Ça, c'est une bonne représentation de ce que pouvaient être les colonnes dans le monde grec, Athènes notamment, où c'était peint partout. Vous voyez, de la dorure, du rouge, du bleu. Et il y avait une autre question, j'ai vu un. Non, c'est bon, c'était C'est bon? C'était pour aller là en fait. D'accord, cool. Est-ce que. Oui, madame? Moi j'ai une question, il y a certains temples qui ont été constitués en bois, notamment ceux d'Artémis. Est-ce que c'est possible que ce soit des temples des premières reliques? Encore une fois? Un peu plus fort? En fait, il y a de nombreux, enfin, il y a certains temples dans le jeu qui ont été constitués en bois, notamment les temples d'Artémis. Est-ce que c'est possible que ce soit des temples des premières reliques ou c'est un peu... Alors, les temples en pierre ont commencé à être construits par rapport au 6e siècle, même fin du 7e, on va dire 6e. Les temples en bois au 5e siècle, il n'y en a plus. Par contre, ce qui est encore en bois, ce sont les statues de culte. Il y avait dans un des temples d'Athènes, les Rectrium, une sorte de totem, qu'ils ont appelé le Xoanon, qui était supposé représenter Athéna. Bon, voilà, c'était la statue la plus sacrée auquel on rendait un culte. Les Athéniens n'ont jamais rendu un culte à Athéna Chryséphantine. Jamais. C'est toujours au Xoanon ou à cette statue de bois. Donc à l'époque classique, il n'y a plus de temple en bois. Disons qu'on n'en construit plus en bois. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a plus, que peut-être dans certaines régions un peu rurales, il y avait peut-être encore quelques temples en bois, mais enfin, on n'en a vraiment aucune trace, quoi. Donc on ne peut pas le dire. Il est possible, hein, c'est toujours possible, de la même manière que maintenant on fait encore des maisons en bois, alors que la pierre l'a emporté, mais cela dit, ça devait être quand même extrêmement limité. Hein. Et puis il fallait que la région fût assez reculée. Hein. Vamos à Delphes. Eh ben, bon, ça, Des c'est- objections? On va aller donc dans un haut lieu. Alors je vais dire religieux, mais c'est peut-être pas le. Oui. C'est peut-être pas le. Alors, Ok. géographie. Il faut qu'il soit là, on y est là. Toc. C'est là. Toc. Donc là, pour info, ce à quoi vous venez d'échapper, c'est un cancer du poumon si vous aviez passé plus de 3 heures à Athènes dans une chaleur à crever, donc ça c'est plutôt pas mal. Et pour aller à Delphes, dans mon souvenir, mais j'avais 8 ans, il y a 6 heures de route. Oh. Non, bon, ok, j'étais. Avec un cheval peut-être. Donc c'est toute la magie de Assassin's Creed, c'est quand même il fait à peu près aussi chaud qu'en Grèce en été, là c'est bon, mais on économise des coûts à l'université, on économise aussi tous les passages en boîte de nuit le soir après les visites officielles. Donc là on va à Delphes, on va se balader un petit peu et puis on va regarder la peinture de évidemment l'oracle, la Pythie de Delphes, et on va voir la réaction de Patrice sur ce personnage que j'ai trouvé un petit peu pas très bien fait, mais ça on va voir. Déjà, c'est pas tel. Ouais. Voilà. Tranquillement, on est sur le temple. Ouais. Hop. Donc évidemment le saut de l'ange. Ok, ça c'est fait. Alors, là de même, Alors là, oui. Oui, on est donc devant le temple d'Apollon à Delphes, hein, qui a été. Alors ça, c'est le temple du IVe siècle. Hein. Il y a eu un au VIe et qui a été détruit par un tremblement de terre ou un glissement de terrain en 373. Et on a reconstruit le temple là du IVe. Et c'est le temple qui est resté jusqu'à la fin de l'Antiquité. ok. Alors là aussi, hein, c'est bien les peintures, c'est bon.
Et si tu peux dire un mot sur la Pythie, donc Alors, la Pythie, c'est une prêtresse. À la grande époque de Delphes, il y avait plusieurs Pythies, hein, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui voulait la voir, et elle était le truchement entre le dieu et celui qui venait poser une question. Mais c'était pas en fait direct, c'est-à-dire qu'elle s'adressait, mais elle s'adressait pas aux fidèles, elle s'adressait à un prêtre. On disait que la Pythie vaticinait. Alors, si vous regardez dans le dictionnaire, vaticiner, maintenant ça veut dire un peu n'importe quoi. Hein, un professeur peut vaticiner. Ça peut arriver. Hein. Et donc, je te propose qu'on la regarde. Voilà. Donc là, c'est le moment RPG, donc c'est le moment vidéo. C'est la première rencontre avec la Pythie quand on arrive à Delphes. Voilà. Those chosen by the light of Apollo may enter. How does one get chosen? One goes to the back of the line. Do I look like someone who waits in line? Enter into the light of Apollo, the light that illuminates shadow. Choose your question wisely, mortal, for you have but one. Speak, truth seeker. I lost my mother when I was young. I have to find her. Where is she? It's you! From the visions! The child on the mountain! How could you know that? You need to leave. Now. Leave? Do you have any idea what I've been through to get here? Oh, but I do. There is wisdom in your decisions. Any other Misthios would have killed those people in that cave in Megaris, but you held back for the truth and balanced judgment with their lives. But how? No one can hide from the light. Please. I've come this far. You must have the answers I seek. Child of the mountain, the cult of Cosmos have eyes everywhere. They will kill you. Cult of Cosmos? The Oracle has spoken! The prophecy is yours! You never answered my question! The Pythia is done for the day. I'm not leaving until I get answers! Ça fait un peu penser à Poste de Talence, quoi. Non, c'est fini, les 13h, c'est fermé. Alors, un commentaire sur... Oui, on est dans le délire absolu, là. On est dans le délire absolu, puisqu'effectivement, alors, la seule chose vraie, c'est que on posait une question à la Pythie. Ah, ça, c'est vrai. Mais il y a à peu près que ça de vrai. C'est-à-dire que d'abord, la Pythie, on ne sait pas où elle se mettait. Parce que lorsqu'on a commencé à fouiller le temple de Delphes, on s'est dit, on va chercher l'endroit où elle se trouvait. Il doit y avoir un souterrain. Alors, ils ont creusé tout ce qu'ils ont pu. Rien. En fait, elle devait être dans le temple elle-même. Dans le temple elle-même, elle ne descendait pas, là, comme on le voit ici. Et elle ne répondait pas comme ça. Elle répondait des mots que, d'ailleurs, le fidèle ne comprenait pas, mais que le prêtre interprétait. Et elle répondait toujours, et c'est la raison pour laquelle on appelait Apollon l'oblique, c'est-à-dire qu'on ne comprenait pas trop ce qu'il disait, il y avait deux choses qu'on pouvait penser. Le plus connu de tous, c'est de dire, le plus connu de tous les oracles, c'est que lorsqu'Athènes est menacée par les Perses, les Athéniens vont voir la Pythie. La première fois, elle leur dit « partez vite ». Et la deuxième fois, elle dit « Athènes sera sauvée si elle se met à l'abri d'un rempart de bois ». Peste. Avec ça, ils reviennent, et c'est une discussion qui s'installe à l'Assemblée du peuple pour dire « mais qu'est-ce qu'elle a dit et qu'est-ce qu'on va faire ?» Eh bien, ils l'ont cru. Mais il y avait deux possibilités. Soit le rempart de bois, c'était la muraille, la palissade qui entourait de bois, qui entourait alors l'acropole, ou la flotte. Et les avis étaient partagés, et Thémistocle, dit-on, a dit le rempart de bois, c'est la flotte. Et c'est ça qui a amené la victoire de Salamine. Donc, la Pythie ne répondait jamais aussi longtemps que ça. Elle répondait des mots donc, incompréhensibles qui étaient ensuite traduits par un prêtre. Et il y avait
il y avait un vrai tourisme, il y avait beaucoup de gens qui venaient. Oui, alors à l'époque, entre le 4e siècle et le 1er siècle avant notre ère, alors là, le siècle, c'est un vrai succès. Delphes, c'est un vrai succès. Petit à petit, ça s'est un peu calmé parce qu'il y a eu d'autres sanctuaires oraculaires. Et on sait que, par exemple, au 3e siècle de notre ère, il y a 2 petits, au moins en permanence, qui tournent. C'est-à-dire, quand même, là, hein, on a recruté des fonctionnaires. Et à partir au 1er siècle, il n'y en a plus qu'une. Et petit à petit, il y a de moins en moins de fidèles. Et on peut dire qu'au 3e siècle de notre ère, le sanctuaire, il n'est pas abandonné, mais enfin, il devient. On a quasiment plus d'inscriptions, par exemple, qui montrent que le sanctuaire n'est plus très populaire. Alors là, évidemment, incontournable. Voilà. Si vous êtes déjà allé à Archéopole, le grand bâtiment qui est à côté de la MSHA, et ben voilà, notre sphinx à nous, le sphinx naxien. Le sphinx dénaxien. Le sphinx dénaxien. De ce qu'on m'a dit, il a été sculpté par un logiciel informatique numérique digital, c'est assez foufou, dans un bloc, le nôtre, hein, pas celui-là, par une machine. Donc, moi, ma question sort du jeu, pourquoi est-ce qu'on a un sphinx sur le campus? Mais d'abord parce qu'à l'époque, aux ONU, ça avait plein d'argent. Ça, c'est la première raison. Ensuite, on a obtenu une réduction de, je crois, de 70-75% parce que c'est la première fois que ça se faisait. Enfin, ce qu'on a payé, c'est le bloc de marbre de Carrare. Voilà, et le reste, on ne l'a pas payé. Alors, c'est bien fait parce qu'effectivement, contrairement au sphinx que vous verrez donc près à l'Archéopole, il était sur une très haute colonne, de 20-22 mètres environ. Alors que là, maintenant, on l'a mis sur une colonne beaucoup plus réduite, tout simplement parce que, pour des raisons de sécurité. Voilà. Et donc, c'est une statue qui date, le sphinx, vous voyez, un sphinx ailé, comme tous les sphinx, et date du 6e siècle. Il a été offert par les Naxiens, à l'époque où la cité de Naxos était fort riche. Comme Ausonius. Ouais. Très bien. Alors là, on a fait un peu le tour des deux endroits que j'avais décidé de visiter. Hein. On peut aller ailleurs, mais je pensais qu'on pouvait passer à la manière dont sont dépeints les personnages. Donc de s'intéresser un peu aux personnages et au rapport entre les gens, que ce soit la manière dont vont être dépeints les héros de l'époque, mais aussi ce que j'ai évoqué, c'est-à-dire les rapports entre les hommes et les femmes, et notamment avec une constante dans les jeux vidéo qui est que quand il y a des histoires d'amour, on va plaquer une version de l'amour extrêmement post-19e siècle, hein, où la question des sentiments ont une importance. Et donc là, on va regarder ça, mais on va d'abord regarder les personnages connus, et le premier qu'on rencontre, donc là, encore une fois, en vidéo, parce que j'ai fini l'émission, à savoir Hérodote. Donc il faut juste que je retrouve... Alors à un moment donné, bon, pour ceux qui connaissent le jeu, vous savez que Abstergo est la boîte qui nous envoie dans le passé, et il y a tout un passage qu'on peut appeler en termes littéraires une sorte de pack de lecture, un certificat d'authenticité, où on voit les personnes d'Abstergo qui disent « Ah mais on a retrouvé Hérodote, c'est le premier historien de l'histoire du monde, etc. etc. » Donc là c'est évidemment un understatement avec le joueur pour lui dire « Regardez à quel point vos partiels vont être réussis grâce au boulot qu'on a fait. » Mais, enfin bon, ça dépend. Et là on a la rencontre avec Hérodote. Alors je ne vais pas laisser tout parce que sinon la vidéo dure 3 minutes 25, mais on va regarder un peu la manière dont il est dépeint. Si vous faites de l'épistémologie d'histoire, on va vous le présenter comme un des premiers historiens au monde. Voilà, Hérodote, rencontre. Cassandra, isn't this remarkable? We're so close to the gods, I can feel Apollo all around me. How did it go with Elpinor? We can talk later in private. Who's this? Just a simple pilgrim. He just saw the oracle. I couldn't help but ask if she's as glorious as they say. Well, is she? She left me with more questions than answers. That's the oracle for you. You weren't lying. It really is the spear of Leonidas. I may have mentioned you. I would appreciate your showing a bit more secrecy. Well, it's just he seemed interested in legends. Like you. I thought you might get along. How did...
You know my spear just by looking at it? You're more than some simple pilgrim. All things in Delphi are more than they appear. Even I. My name is Herodotus. I'm a storyteller. Or I was. This war is forcing us all to new extremes. That much is true. Why are you hiding your identity? I'm here on behalf of a man in Athens. A very powerful man. We intend to finally end this war. You told me you came to ask the Oracle a personal question. War is personal, Barnabas. So, you came to seek the Pythia's guidance on how to end the war? I did. Though something is wrong in Delphi. Guards at every turn, people being turned away. You don't seem convinced the Pythia can be believed. What did she tell you? I asked her to show the path to the war's end. She said, spring should not wish for winter, as it brings death with it. Such wisdom! I don't understand a word of it, but that's why she's in there and we're out here. I know a threat when I hear one. You were on Kefalonia for too long. I have my own questions for the Pythia. But this Dine, I'll be an old woman by the time I see her. You're joking! You carry more blades than a field of grass! I didn't come here to start trouble. Trouble? Just walk in! Who's going to stop you? The priest? All right. But if things get out of hand, I'm blaming you, Barnabas. Is she not every bit as great as I said? Alors, là, donc vous avez vu le personnage hein, avec une sorte de levée de capuche très Assassin's Creed, mais qui peut faire un peu penser à Je suis Batman, enfin dans Batman 3. Bon, bref, deux choses que je remarque là. Il dit je suis un conteur, et on sait que les philosophes se reposaient, je dis peut-être des énormes bêtises, hein. C'est mes cours d'Hippocane sur la Grèce archaïque, donc autant vous dire que c'était il y a 35 ans. Bon, les Aèdes, la tradition de l'histoire racontée, est-ce que c'est une référence à ça? Et puis, non. Non, Hérodote n'est pas poète, mais lorsqu'il dit qu'il est conteur, c'est pas mal vu, parce que il a été vu comme le premier des historiens. C'est Cicéron qui dit il est le pater historiae, le père de l'histoire. En réalité, beaucoup le voyaient comme un mythologos, quelqu'un qui racontait des mythes. Donc la notion de conteur est pas mauvaise. Mais le mythe, ça ne veut pas dire mensonge hein, en Grèce. Le mythe, c'est une histoire qu'on raconte, alors, qui est éloignée dans le temps. Mais le terme de mythomane, par exemple, en grec, il n'aurait pas compris. Donc c'est assez bien vu la manière dont Hérodote se présente. Alors je ne parle pas de la capuche, bien sûr, mais de la manière dont il se présente comme un conteur. Oui, c'est assez ça. Et là, donc il dit je sers un homme puissant, etc. Et dans l'intrigue, évidemment, il est en OPEX, en service commandé pour Périclès. Il y a vraiment ça dans l'Athènes de l'époque. Non, mais bon. Jamais Périclès. D'abord, Hérodote quitte Athènes avant le début de la guerre du Péloponnèse. Donc, Hérodote est né à Halicarnasse, l'actuel Bodrum, au sud-ouest de la Turquie actuelle. Il est passé ensuite, chassé par une guerre civile à Athènes, et vers 444-440, il est parti en Italie du Sud. Donc, autant dire que le voir à Delphes dans les années 430, c'est impossible. Mais bon, c'est pas grave, mais il n'y a jamais eu de rapport secret, de contact, je dirais, informel pour mettre fin à une guerre. D'ailleurs, Périclès, c'est un peu lui qui déclenche la guerre du Péloponnèse, il meurt 1 an et demi après. Donc, c'est là où c'est bien quand même d'avoir un spécialiste. Non, mais à ce moment-là, Hérodote, il est quelque part dans le sud de la Sicile, posé, etc., enfin dans le sud de l'Italie. Et donc il n'avait pas cette place d'historien officiel. Ah, non, il n'y a jamais eu d'historien officiel, jamais. Par contre, on dit, et à juste titre, qu'il a fait partie d'un cercle de ce qu'on appellerait maintenant d'intellectuels qui était autour de Périclès, ami de Périclès, ou connu de Périclès.
Il y a eu par exemple Anaxagore, le philosophe, Phidias, le sculpteur. Là, oui, il y avait il a fait partie d'une sorte de petit groupe autour de Périclès. Alors, sauf s'il y a des questions sur Hérodote, on peut peut-être voir justement Phidias. Sorry about that. How did you get past the guard? No one gets past the guard. Relax. Pericles sent me. Praise Athena. I knew he'd send help. I was worried they sent someone after me. He sent me to get you out of Athens. So he knows about the plot. You mean the trial? From what I've seen, you don't stand a chance. Pah, the people love me. I am the Phidias. But there are others. Look. Malaka. It isn't the trial Pericles is saving you from. These are instructions to murder you. Who wrote this? I don't know who to trust. I'm just an artist. I just wanted to create. Please, what am I to do? First, you need to pull yourself together. You're on trial, the people are against you, and now I find that the cult want to kill you. I said pull yourself together! Yes, of course. All right, we need to go. Do you have any idea where I can take you? Ok, alors, effectivement, juste une question par rapport à tous ces jeux-là. C'est une question qu'on se pose avec les étudiants sur la question des jeux de Seconde Guerre mondiale, où les Russes ne parlent pas russe, hein, ils disent toujours n'importe quoi, davai, davai. Et le mieux, pour ce qui me concerne, c'est les jeux en allemand, avec des gens qui disent n'importe quoi et qui crient toujours des trucs de nazis comme Raus, Raus, Schnell, mais qui parlent absolument pas. Et là, ce qui est génial quand même, c'est qu'ils ont dû embaucher, à mon avis, 500 étudiants de L1 d'Athènes en anglais première année pour faire un pseudo accent slave en mode What do I do with you? Tout le jeu est comme ça. Ça correspond bon an mal an au niveau d'anglais des Grecs moyens d'aujourd'hui. Non, je rigole, évidemment, ils ont pas des Français. Bon, bref. Sur Phidias, donc qui est là, qui est un peu l'artiste fantasque, c'était un sculpteur. Oui, c'est un sculpteur. Il est le responsable d'abord de l'Athéna Parthénios, dont on a parlé tout à l'heure. Il est aussi responsable, pas seul, probablement pas seul, de toute la frise qu'il y avait qui court sur le long du Parthénon. Hein, et alors l'histoire dont on parle sans doute, il a été accusé d'avoir détourné un peu d'or, ou on ne sait pas, beaucoup d'or sur la statue chryséléphantine. C'est la raison pour laquelle il a été effectivement accusé, et il est parti. Hein, il a fui, parce que sans doute il pensait qu'il allait être condamné, et il est parti, on le voit ensuite à Olympie, où il a fait la grande statue de Zeus, chryséléphantine aussi, grande statue, qui était l'une des 7 merveilles du monde. Et Pénélope est venue avec lui. Pénélope. Pour rendre l'argent. François qui blague un peu trop. Il est trop tard pour ce genre de blague. Donc voilà, sur Phidias, peut-être un des personnages les plus importants du jeu que je me suis acharné à débloquer hier, entre minuit et 1h du matin, à savoir Socrate. Donc on va regarder un petit peu la première rencontre. Entre Phidias et Socrate? Non, entre nous et Socrate. Alors, je dis juste, ils ont essayé de mettre en jeu les dialogues platoniciens. Alors, je ne sais pas si vous en avez lu plein, mais lisez-en plein parce que c'est chouette. Mais en fait, Socrate passe son temps à raconter n'importe quoi et à essayer de faire des petites énigmes un peu pas terribles. Et j'ai lu sur les forums, j'ai lu sur des sub-tweets, des gens qui disaient « ça fait plaisir d'apprendre des trucs avec un jeu vidéo », ça m'a un peu terrorisé sur ce qu'on attendait réellement d'un dialogue platonicien. Donc voilà, Clap, rencontre avec Socrate. I apologize for the delay. There was evidence someone attempted to tamper with the votes. Don't worry. The Ostraka are all accounted for. The votes were counted, and Anaxagoras is to be ostracized. Be slow to fall into friendship, but once you do, continue firm and constant. It will be more difficult for me now that Anaxagoras must leave Athens. We were quite close, although he and Pericles were much closer. It's strange, Pericles wasn't here today to defend him.
are you? Ask anyone and they'll tell you Socrates. But a name gives you nothing. Our actions determine who we are, and every action has its pleasures and its price. With that said, then, who do you claim to be? I know the price of actions. I have to as a mercenary. That simple piece of information tells me more about you than your name ever could. Explaining oneself must be carefully done. Explaining myself would take more time than I have. Then let us focus on a single recent event. Tell me, as a mercenary, is there anything you wouldn't do? Just because I'm a mercenary doesn't mean I'll do anything. Even if the pay was more than adequate for the task? Even then. What if you were offered something you desperately needed, something you couldn't get anywhere else? Would you move this line you've made for yourself? It moves when I need it to. A strategy for those who must be adaptable, or for those who wish to justify their actions. I decide if my actions are just. Je pense que c'est bien comme conclusion, quoi. On est dans la philosophie vraiment profonde. Un coup je lui dis je suis responsable de mes actes, un coup je dis non. J'avais pas compris qu'il proposait de l'argent pour une mission. Donc moi j'étais vraiment dedans. J'étais en train de lui dire philosophiquement, il faut que je fasse un choix éthique. Et voilà, et donc j'ai raté la mission, évidemment. Alors, Socrate, est-ce que là on sait que c'était voilà, quelqu'un qui intervenait beaucoup dans l'espace public, qui philosophait activement, est-ce qu'il est réaliste? Même s'il est un peu dans le... De dire qu'il philosophait, c'est probablement très exagéré. Ce qu'on connaît de lui, ce qu'on sait de lui, par un certain nombre de textes, notamment de Platon, mais pas uniquement de Platon, de Xénophon aussi, c'est qu'il intervenait beaucoup, mais avec sous forme de dialogue. C'est-à-dire, là, effectivement, il y a des choses qui correspondent un petit peu à la manière dont il devait vivre et parler avec les citoyens. C'est qu'il posait beaucoup de questions. Mais il posait des questions dans le but, évidemment, d'amener son interlocuteur vers ses buts. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on lit un dialogue platonicien, Socrate utilise à peu près 95% de l'espace, et les 5% sont des affirmations. Oui, tu as raison, sans doute. Voilà comment on traduit ce que disent les interlocuteurs de Socrate. Je voudrais dire à propos d'Anaxagore qu'il n'a jamais été ostracisé. Pour une bonne raison, c'est qu'il n'est pas athénien. Et qu'effectivement, seuls les Athéniens peuvent être soumis à l'ostracisme. Anaxagore a eu un procès, il est parti, effectivement, il a dû fuir, puisqu'il était considéré comme quelqu'un qui reniait la religion traditionnelle. Voilà. Mais bon, pourquoi pas ce Socrate-là, après tout. Nathan, une question? Une réaction par rapport au dialogue, le personnage se décrit comme une mercenaire. Oui. Est-ce que dans les cités, ça a du sens, un mercenaire? Est-ce qu'il y a ou est-ce que c'est très ponctuel? Parce qu'il y a effectivement des mercenaires qui sont allés se battre chez les Perses. Mais est-ce qu'au quotidien, est-ce que comme mercenaire, ça a du sens dans la cité grecque? Alors, il y a des mercenaires en cité grecque. Maintenant que quelqu'un se présente comme mercenaire, alors je ne parle pas, mais en plus que c'est une fille, non, bien sûr, je veux dire, personne ne dira qu'il est mercenaire. À l'époque de Socrate, il y en a, mais personne ne se dira je suis mercenaire. Personne ne criera aou, par exemple. Voilà, non. Mais par contre, des mercenaires, oui, il y en a, bien sûr. Et ce n'est, on va dire, qu'assez tardivement, on va dire à la fin du IVe siècle, qu'on est devenu mercenaire de profession. En gros, on peut dire, avec la conquête d'Alexandre, où des gens sont partis en étant effectivement mercenaires et en étant payés par Alexandre. Il y en a eu avant, au IVe siècle, il y en a pas mal, mais personne ne se revendique jusqu'alors comme mercenaire. On se dit soldat, par exemple. Une question. Est-ce que les femmes pouvaient prendre les armes ou pas? Est-ce qu'il y avait des femmes qui pouvaient, non pas guerrières, mais qui pouvaient prendre les armes de temps en temps pendant des guerres, des épisodes guerriers? Alors ça peut arriver, mais c'est extraordinairement rare, et surtout on connaît des exemples où par exemple des femmes ont bombardé des armées ennemies avec les tuiles des maisons. Elles étaient sur le toit et elles balançaient des tuiles. Voilà. Bon, c'était déjà. On a ça à Argos. Voilà, on connaît une histoire comme ça à Argos, dans les années 390. Mais donc, globalement, les femmes ne se battent pas. D'ailleurs, la preuve, c'est que les seules femmes qui se battent, vraiment, ce sont les Amazones.
On connaît dans le mythe hein, les Amazones qui vivent en Colchide, l'équivalent de la Géorgie maintenant, et qui, qui n'étaient pas considérées comme des femmes, puisque elles-mêmes ne se considéraient pas comme des femmes, puisque, vous savez, elles se coupaient le sein droit pour pouvoir tirer à l'arc. Donc, je veux dire, l'Amazone, c'est la barbare absolue. C'est la raison pour laquelle Héraclès les a mis au pas. Ah, balancer des tuiles, c'est déjà un peu cool, moi je trouve. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. D'ailleurs, je pense que ceux qui ont pris ça sur la tranche, ils ont dû quand même en tâter. Hein. Alors, sauf s'il y a d'autres questions. Oui. Oui, juste une petite question, c'est vis-à-vis du fait qu'on voit depuis le début pas mal de femmes en dehors, dans les rues, qui sortent, qui vont dans des endroits qui, du coup, vu que le personnage principal, le plan de femme, peut aller du coup dans les endroits qui sont des endroits un peu politiques, etc. Est-ce que ça a du sens ou est-ce que c'est vraiment romancé et rester à la maison en fait? Non, alors là, il ne faut surtout pas imaginer que les femmes restaient dans leur maison, un peu comme si vous voulez, les maisons des Athéniens étaient des sortes de sérails de sultans ottomans. Hein. Là, non. Plus une femme est mariée, et plus elle est mariée à un citoyen athénien, et moins elle est libre. Ça, c'est sûr. Une femme de citoyen athénien ne sortira jamais seule, et surtout pas à la tombée du soir. Surtout pas. Elle sortira avec des servantes, éventuellement avec une ou plusieurs esclaves, mais elle ne sortira jamais seule. Par contre, elle n'est pas recluse chez elle. Donc il est parfaitement, je dirais, il n'est pas choquant de voir des femmes, y compris sur l'agora, mais l'agora n'est pas un lieu de la décision politique. Hein, à l'époque de Périclès, c'est la Pnyx, qui est pas très loin d'ailleurs, de l'agora, où là, effectivement, il n'y aura pas de femmes, puisque c'est uniquement des citoyens, et qu'une femme, vous le savez, ne porte pas le titre de citoyen. Alors, mais des femmes dans les rues, oui, bien sûr, il y en a. On connaît beaucoup d'exemples de femmes, comme par exemple la femme d'un orateur, Échine, qui vendait des rubans. Donc il n'y a pas de raison, elle vendait sur l'agora des rubans. Toutes les femmes n'étaient pas riches, et donc les femmes travaillaient, parfois en dehors. Alors, de toute façon, on va y revenir un petit peu quand on va regarder le système athénien, le système politique, avec la question des métèques et des esclaves. Peut-être la deuxième thématique, à savoir, dans une petite vidéo, vous pouvez choisir au début, je reviens au début du jeu, vous pouvez choisir un personnage masculin ou le personnage ici que j'incarne, Cassandra, ce qui est quand même un des avantages des jeux vidéo. Vous pouvez incarner quelqu'un qui n'est pas nécessairement de votre genre, ce qui m'a conduit pendant des années à être un mage pêcheur dans World of Warcraft, hein, féminin. Bon, mais dans plusieurs moments dans le jeu, et je vais montrer une vidéo, Cassandra, pour rétribuer ses missions, ou tout simplement parce qu'elle est très contente d'être avec la personne avec qui elle est, couche avec une vieille femme de 60 ans, moment de malaisance intense dans le jeu, puis couche avec un homme et finit par rencontrer des prêtresses d'Artémis, et où effectivement, au bout de 3 secondes et demie, hein, je retrouve juste ça rapidement, 18, ça dure pas longtemps, 018, qu'est-ce que c'est ici, où là, la drague lourde n'est pas un apanage de la place de la Victoire et du monde patriarcal, ça existe aussi dans le jeu. So, well, I look forward to putting them all to the test. Oh? And what did you have in mind? Many things. But first, to business. There are beasts that roam this world, but are not fully of it. Voilà, donc, moi effectivement, ça me fait penser à cette idée, ne serait-ce que dans l'étymologie, si on s'éloigne de la carte, ici vous avez l'île de Lesbos, et cette espèce de caricature des amours saphiques, lesbiens d'une part, mais je me souviens, alors je me rappelle plus de quel dialogue platonicien où Socrate est dans un gymnase et parle de la beauté du corps masculin, où globalement en fait tous les hommes sont nus en train de faire de la gymnastique. Qu'est-ce que c'est que cette espèce d'image d'Épinal, des relations sexuelles libérées dans la Grèce classique et érotique? Alors c'est une image d'Épinal parce que les relations sexuelles n'étaient absolument pas libérées. Elles n'étaient pas libérées au même niveau que nous. Et alors, le problème, c'est, vous savez, chaque société a ses tabous. On imagine parfois la Grèce comme une sorte de vaste lupanar où on se baladait de bobinard en bobinard pour, je sais pas moi, on allait écouter une pièce de Sophocle, ensuite on allait voir un philosophe de garde sur l'agora, et puis on finissait au bordel. Non mais on est dans le fantasme absolu, quoi. On est dans le fantasme absolu. D'ailleurs, je pense qu'effectivement, il y a des gens qui fantasment leur vie sur la Grèce antique.
Complètement, mais complètement. Ben, je veux dire, alors, évidemment, c'est plein, les critères sexuels n'étaient pas les nôtres. Alors, ils étaient ni meilleurs ni pires, ils étaient très différents. C'est-à-dire, par exemple, l'homosexualité en Grèce n'a jamais été comprise comme de l'homosexualité. Jamais. D'ailleurs, le mot n'existe pas. Il n'y a aucun mot en grec pour désigner l'homosexualité. Alors, il y en a un, vous allez me dire, c'est pareil, c'est pédérastie. Mais ça n'a rien à voir. Le pédéraste, c'est quelqu'un qui est amoureux d'un gosse. Et là, c'est pas condamnable. Au contraire, c'est encouragé par la société. Eh oui. C'est un peu rude, hein. Et je crois qu'une année, je ne sais pas si cette année ou l'année dernière, j'avais montré une coupe avec un type dans la quarantaine, là, avec comment dire, avec le sexe en érection, restons corrects, et qui caressait les testicules d'un gosse qui va avoir 13 ans. Voilà. Et ça, c'est pas du tout condamné par la société. Okay. Par contre, ce qui est condamné par la société, c'est par exemple qu'un adulte se prostitue. Lorsqu'un citoyen se prostitue, alors là, bah, il peut être refoulé du corps des citoyens. Parce que les Grecs n'ont pas une vision homme-femme où ils ont une forme dominant-dominée. Voilà, c'est ça en fait le problème. Et il faut bien imaginer que, par exemple, les femmes citoyennes ne pouvaient surtout pas coucher avec qui elles voulaient. Ça, c'est strictement impossible. Pourquoi? Parce que les Athéniens, notamment, avaient une vision de la citoyenneté qui était très très vive, et il fallait absolument que le mari légitime fût le père légitime des enfants. Par contre, eux, ils pouvaient culbuter un petit esclave ou une petite esclave qu'ils avaient. Ça ne posait de problème à personne. Et je dirais, à l'épouse mariée, non plus. Ben, vous voyez, on n'est pas du tout dans le même. Par contre, on a l'inceste, par exemple, est tout à fait prohibé. Ben, je veux dire, il ne faut pas imaginer que la liberté sexuelle est complète. Elle est très normée. Et on ne peut pas avoir une relation sexuelle quand on a à peu près, on va dire, 40-45 ans, avec un préado de 12-13 ans, sans avoir l'aval du père. Eh oui. Non mais vous voyez, enfin, je veux dire, on n'est pas dans le même monde. Donc c'est pour ça, je veux dire, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on parle de... Vous savez, vous avez une expression, va te faire voir chez les Grecs. Vous la connaissez tous. Mais les Grecs n'étaient pas plus homosexuels que nous. Pas plus. C'est-à-dire, je dirais pas c'est une subtilité, c'est une simple mauvaise compréhension où les gens on confond homosexualité et pédérastie. L'homosexualité était condamnée, la pédérastie était encouragée. Voilà. Ça revient. Quelqu'un a des questions? Alors, comme l'heure tourne, enfin évidemment c'est l'élément le plus important de cette conférence, mais on va quand même avancer vers la question de la guerre, qui est centrale dans le jeu et qui est centrale dans cette époque-là, en commençant évidemment par cette plage que tu connais bien, on va y revenir, et puis ensuite on verra un petit peu les caricatures autour de la ville d'Athènes, on va reprendre un certain nombre de choses, et aussi au niveau de la ville de Sparte. Alors là effectivement, on est sur... Je vais descendre de mon cheval. Je ne l'ai pas tué. Je tiens à quand même souligner qu'en 10 séances, c'est la première fois que je ne tue pas un canasson. Bon, on est sur la plage de Marathon, sur lequel tu as écrit un livre. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette bataille qui a opposé les Grecs et les Perses? Est-ce que, là on est donc au moment de Périclès, est-ce qu'il y avait encore des épaves comme ici? Est-ce que on mettait des armures sur des... Oui, alors il y a un petit peu tout, il y a beaucoup de faux, de vagues vraies. À l'époque de Périclès, non, les bateaux, il n'y en a plus. Hein. D'abord parce qu'il y a assez peu de bateaux qui ont été détruits au moment de la bataille de Marathon. Assez peu. Et ils auraient tous été récupérés, ou alors le bois aurait été récupéré. Ça, 50 ans après Marathon, c'est strictement impossible. Par contre, là, ce que vous voyez, ça peut être ce qu'on a vu tout à l'heure, une sorte de mannequin. Voilà, comme ça par exemple, c'est ce qu'on appelait un trophée. Un trophée, c'est un mannequin cruciforme avec ce qu'on appelait un thorax, c'est-à-dire la cuirasse en bronze, un casque, hein, qui symbolisait un ennemi que l'on avait tué. Donc ça symbolisait la victoire d'une armée sur l'autre. Mais en fait, à l'époque de Périclès, peut-être un peu après, le mannequin qui
qui avait été mis en place, hein, était détruit par le temps, et on a installé à l'endroit du trophée une colonne dont on a retrouvé des traces et qui est actuellement au musée de Marathon. Et donc il faut imaginer, non, tout ce que vous avez là, il faut le sortir de votre imaginaire. Si un jour vous avez eu l'imaginaire de Marathon, c'est pas ça. Mais voilà, bon, le décor aussi n'est pas bon, hein, parce qu'au fond il n'y a rien, hein, c'est la mer. Hein. Il y a pas, on a l'impression que Marathon est une sorte de boulet ou de golf. Non, c'est une plage assez longue. C'était très marécageux, d'ailleurs c'est pour ça que les Perses se sont perdus un petit peu dans les marécages. Ils ont été, à peu près 6000 morts perses, on dit, et 192 Athéniens. On le compte parce qu'on a fait après, à Marathon, sur le lieu de la bataille, on a fait un tumulus, qui existe encore, dans lequel on a enterré les 192 Athéniens morts. Et alors, vous connaissez tous l'histoire du coureur de marathon, vous la connaissez tous, bon, elle est fausse. Hein. Vous savez, vous connaissez l'histoire du gars là, qui est parti de marathon pour annoncer aux Athéniens qu'ils avaient gagné, puis qui meurt à la fin. Ça, c'est pipeau. Le coureur de marathon a existé, mais c'est un gars, un Athénien, qui est parti d'Athènes pour demander l'aide de Sparte. Il y avait 240 km à faire, il a mis 36 heures pour le faire. Et il est revenu, et il n'est pas mort. On appelle ça un numérodrome. Oui, non, mais ça fait du 9 km/h, c'est absolument pas un problème. Je trouve que l'histoire grecque est beaucoup trop violente, quoi. Entre les trucs avec les enfants et des mecs qui courent 240 km. Mais tu fais pas assez de courses de fond. Il y a des courses de très grands fonds. Il y a par exemple une course qu'on appelle le Spartoton, qui part d'Athènes pour aller à Sparte, 240 km. Le record actuellement est détenu par un grec, qui s'appelle Yannis Kouros, je crois, et il a fait un peu plus de 30 heures. Ça fait 13 km/h de moyenne. Tout le monde est fatigué, envie de dormir. Vous voyez, donc, tout ça pour dire que l'histoire des coureurs de marathon, c'est pas du tout celui qui part de marathon pour aller à Athènes et qui meurt à l'arrivée, mais c'est celui qui fait Athènes, Sparte, Athènes, et qui dit non, les Spartiates ils ne peuvent pas venir nous aider. Et il n'est pas mort. Il est peut-être un peu fatigué à la fin, mais... Juste une petite remarque. Moi, ce que je trouve intéressant dans ces jeux, c'est, y compris ce qu'on a vu avec Origins l'année dernière, quand vous allez sur ces sites-là, et qu'il fait 40 degrés, et que globalement c'est votre père qui fait le guide, donc déjà c'est l'enfer, il a le temps de vous parler d'une période, quand vous êtes à Delphes, etc. Et là, moi, ce que je trouve intéressant, et qu'on avait vu dans Origins l'année dernière, c'est que on était en moins 43 avant Jésus-Christ, et on avait 3000 ans d'histoire pharaonique, donc par exemple, on avait posé les questions à notre spécialiste, Lorenzo Medini, de savoir si les gens habitaient dans des ruines. Il nous avait expliqué que oui, pour des temples qui n'avaient plus de fonction rituelle, les gens pouvaient très bien s'installer dans les ruines. Et moi, ce que je trouve intéressant, même si au-delà de ça c'est complètement faux, c'est qu'on perçoit la perception de l'histoire par les acteurs historiques eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a une épaisseur pour ce qui est de la Grèce archaïque, Grèce classique, Grèce hellénistique qui est considérable. Et donc, d'une certaine manière, on visite les ruines de l'époque, enfin les ruines qui à l'époque étaient les ruines d'avant. Et ça, je trouve que c'est un des apports du jeu, c'est-à-dire d'avoir une sorte de vision en millefeuille où on peut voir les différentes époques se superposer. Vous voyez à gauche, là, le tumulus, derrière Cassandra, là, voilà. Le tumulus, voilà. Parce que je pense avoir représenté le tumulus. Ah oui, ok. Voilà. La première fois que j'y suis allé, il y a un nombre d'années tellement appétissant que je ne peux pas vous le dire, on pouvait y monter, maintenant on ne peut plus. Et les 192, on le sait par l'archéologie. On le sait parce qu'en 1902 ou 1903, on a fait des fouilles qui ont été arrêtées assez vite parce qu'un certain nombre de gens ont dit là on est en train de faire un sacrilège et tout. Voilà, alors il n'y a pas des pierres, hein, c'est de la terre. Hein. Voilà. Et là c'est des corps. Oui, mais là, non, ils sont enterrés. Hein. Là, on ne peut pas les voir. Hein. C'est quand même assez précis comme reconstitution. Ah, c'est pas mal. Tumulus est bien représenté. Même s'il est moins pierreux qu'il n'est terreux, c'est ce que je veux dire. Alors, oui, il y avait une question. Au niveau, c'est un peu plus au niveau géographique, mais est-ce que ça représente bien, le jeu en général représente bien ce qu'est la Grèce par rapport aux environnements qui sont proposés? Et voilà, ça. On ne peut pas en parler tout longtemps, mais j'ai vu derrière des montagnes enneigées. Là, non, là, ici, oui, alors là, non, là, on dérape complètement. Hein.
Les seules montagnes enneigées que l'on peut avoir en Grèce, on peut les avoir enneigées à Sparte par exemple, où le Tégète culmine à 2500 mètres, il y a encore un peu de neige jusque vers le 15-20 avril. Mais là, autour de Marathon, il n'y a rien qui dépasse les 1500 mètres, donc il n'y a pratiquement jamais de neige. Il peut y avoir de la neige, mais il n'y a pas de montagne comme ça, il n'y a pas comme ça. On peut aller faire un petit tour. On va faire un petit tour dans les montagnes. Qu'est-ce que... Donc le jeu, il commence sur une scène de la bataille des Thermopyles, donc en moins 481 avant Jésus-Christ, enfin AEC, et effectivement c'est toute une mythologie du sacrifice des Spartiates face aux Perses. Et ce qui est intéressant, toujours je vais vous montrer une petite vidéo, ce qui est intéressant dans cette question de la mémoire, c'est qu'avec Hérodote, on va aller se balader sur les ruines des Thermopyles. You close your eyes, you can hear them. Their final war cries, before every last one of those brave Spartans perished. Their voices were silenced that day, but their story will be sung for an eternity. You didn't bring me here to talk about dead Spartans. What's on your mind, Herodotus? The Battle of Thermopylae still echoes in our hearts, but to stand here is to feel it in your bones. There's nothing here but ghosts. My concerns are with the living. Hold out your spear. My spear? What for? I need to know something. Oui, alors là c'est le moment évidemment science-fiction où la lance va déclencher le truc de Abstergo, etc. Moi la question que je me pose en voyant ça, c'est est-ce qu'il y a cette mémoire directe? Est-ce que les gens sont encore dans la question de c'était il y a 40 ans, c'était il y a 50 ans? Alors pour la bataille de Thermopyles, il est tout à fait clair que, comme à la bataille de Marathon, à Athènes, où on en parle encore, la dernière procession connue à Athènes pour la bataille de Marathon, où les jeunes et faibles, ceux qui font leur service militaire, partent en procession jusque vers Marathon, c'est la dernière connue date de 165 après. Ah oui, donc on est 700 ans après, 700 ans après. La mémoire des Thermopyles a joué un grand rôle aussi à Sparte, elle n'a cessé de jouer un rôle à Sparte. Elle est connue surtout grâce à un épigramme d'un poète qui s'appelle Simonide et qui a fait graver, où on a fait graver sur le lieu de la bataille des Thermopyles. On ne peut plus voir maintenant parce qu'il y a les tremblements de terre et les modifications du rivage ont fait qu'on ne peut plus les voir. Cet épigramme très célèbre, passant va dire à Sparte que nous sommes morts pour avoir obéi à ses lois. Ça ne passait pas dedans. Voilà. Donc, ça jouait un rôle très important dans la mémoire de Sparte et surtout dans le mythe de Sparte, où on dit, vous voyez, ils obéissaient, ils ont obéi à leurs lois jusqu'à la mort. Et là, il y a effectivement, c'est un des creusets, là, on est là dans une des, peut-être le fond le plus absolu de ce qu'on a appelé ensuite le mythe de Sparte. Alors, on va regarder maintenant nos deux cités, assez rapidement parce qu'il nous reste 20 minutes. D'abord Athènes. Alors comment on le dit, on va regarder une vidéo de Périclès qui est assez drôle, mais vous le savez, Athènes, encore aujourd'hui, a une signification importante, a une mythologie importante, notamment, et il y a un bouquin à lire là-dessus, sur la question de la démocratie, où dans les milieux de gauche, de ce que vous voulez, dans les AG, dans les ZAD, on a l'impression que si on faisait la démocratie athénienne, sans rien y connaître, hein, c'est pas le problème, on arrivera à une forme de démocratie directe. Et vous pouvez à ce titre-là lire le livre de Bernard Manin qui s'appelle Principe du gouvernement représentatif, qui montre comment il y a eu une mémoire longue des institutions athéniennes, mais qui sont des institutions complexes. Alors, la boulée, évidemment, l'ecclésia, l'assemblée, mais avec des dispositifs démocratiques qui sont aujourd'hui quasiment jamais évoqués dans l'espace public. Le tirage au sort, la rotation des charges, c'est-à-dire que quand un homme politique fait n'importe quoi, il est aussi révocable. Enfin, c'est des idées que je lance comme ça, évidemment, mais vous en faites ce que vous voulez. Et ce mythe athénien, on commence par Athènes, on ira à Sparte après, ce mythe athénien, il irrigue encore un certain nombre de réflexions en sciences politiques sur cette question de la démocratie directe, où on aurait, dit Manin, à la fin du XVIIIe, considéré que ça marchait à Athènes parce que c'était petit,
et que dès qu'on dépasse un certain nombre de personnes, c'est fini, il faut des trucs autoritaires, il faut la 5ème République avec un président, blablabla, etc., etc. Et là où je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, on va avoir là un jeu sur ce mythe-là, où Athènes est dépeint, on va voir le personnage de Périclès, passez-moi l'expression, mais comme un gigantesque bordel qui ne fonctionne pas. Donc, on va rentrer un peu dans le détail pour voir aussi la place, tout simplement une place qui a souvent été oubliée, qui est la place des esclaves, la place des métèques. Qu'est-ce que c'est être citoyen? Et effectivement, ça concerne un nombre de personnes assez faible. Alors d'abord Périclès, et puis évidemment les questions, s'il y en a. Et je vais rajouter à propos de Manin qu'il y a d'autres livres en français que vous pouvez lire là-dessus. Il y a celui de Yves Saint-Omer. Oui. Il y a celui de David Van Rijbroek, je ne sais pas si tu connais, qui s'appelle Contre les élections. Alors là, c'est sans discussion possible. Puis vous avez aussi celui de Jacques Rancière, qui s'appelle la haine de la démocratie, où ils parlent tous du tirage au sort, ils parlent tous d'Athènes, mais en oubliant un certain nombre de choses sur le tirage au sort, on va parler sans doute. Oui, là tu vas nous les transformer en gauchistes et tout, genre Jacques Rancière et tout, machin. Bientôt Non, Loïc Blondiot, je rigole. Non mais par exemple, ceux qu'ils ont oublié, moi j'ai rien contre le tirage au sort, simplement je dirais qu'on ne peut pas s'appuyer uniquement sur Athènes, parce qu'il ne faut jamais oublier la dimension religieuse du tirage au sort. C'est-à-dire que lorsqu'on est tiré au sort, c'est-à-dire qu'on a la balle des dieux. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas complètement, la société athénienne n'est pas complètement laïcisée, hein, comme on pourrait le croire. Et à la limite, la rotation des charges joue dans la démocratie un rôle beaucoup plus important que le tirage au sort, parce que les principales magistratures, elles, étaient électives. Ça, ils ont tendance aussi à petit peu oublier. Périclès, plus de 20 ans, il a été stratège pendant 20 ans, il était élu. Les grandes, au IVe siècle, à l'époque de Démosthène, le tirage au sort, Démosthène n'a jamais été tiré au sort. Il a été une fois pour être membre du conseil, mais par contre, sur les aspects les plus importants, comme l'ambassade, par exemple, il est élu. Donc en fait, je dirais, il ne faut pas idéaliser le tirage au sort, j'ai contre, mais il ne faut pas trop s'appuyer sur Athènes pour en quelque sorte valider l'opération. Je crois que la question est réglée. Hein. Non. La question n'est pas réglée, justement. Si elle est réglée, c'est trop simple. On poursuit cette conversation après la conférence et on parle politique. Alors là, ce qui est intéressant, c'est le traitement, même si effectivement c'est très important de parler de ces questions-là. Là, c'est le moment politique contemporaine. C'est important de parler de ces questions-là parce que c'est des dispositifs électoraux et démocratiques dont on parle assez peu en France. Juste pour ce que je connais, si vous allez à Berlin, il y a des systèmes de vote, ou en Allemagne, des systèmes de vote beaucoup plus complexes, qui ne sont pas juste je mets un truc et puis ensuite c'est le week-end d'après, vous pouvez voter pour des listes, vous pouvez voter pour des systèmes de double vote, etc. Bon, voilà. Mais là, on revient à Assassin's Creed, ce qui est drôle, c'est à la sauce pop culture américaine, où on va voir Périclès, qui globalement a un peu de mal à gérer ses troupes, ça dure pas longtemps, c'est une petite vidéo, c'est la première rencontre. The Spartans may draw near to our walls, but we must come together now for the glory of Athens! Glory for you! Friends, please! Just because the Spartans are near our walls does not mean we can act like them! A good crop! Shame the Spartans burned the fields where it grew! The Parthenon is glorious, Pericles, but at what cost? How many triremes could we have built instead? We must not become divided! We are divided, and the Spartans are winning! Act, Pericles, or I will! Oh, good. You came. Things are worse than I feared. Cleon has turned the mob. We have to hurry. Where? To Pericles. Donc, quelques... Oui, il ne faut surtout pas imaginer que l'Assemblée du peuple athénien, d'abord ils étaient beaucoup plus nombreux que ça, hein, il faut imaginer quelques milliers quand même. Même si l'Assemblée du peuple Athènes n'a jamais dépassé 20% du nombre de citoyens. Alors, il ne faut pas qu'on puisse imaginer que la démocratie directe soit un moyen d'avoir plus de monde qui donne son avis. Par contre, je maintiens effectivement tout à fait raison, ce sont des Grecs qui parlent. Parce qu'ils ne disent pas Périclès, vous voyez, ils disent Périclis. C'est à la grecque, comme on dit en grec maintenant, on ne dit pas Périclès, on dit Périclis. Donc, alors oui, on sait par diverses sources, qu'elles soient de Platon, qu'elles soient de Démosthène lui-même, que l'assemblée du peuple, ce n'était pas une assemblée de philosophes. Il ne faut pas imaginer les Athéniens bien assis, en train d'écouter la parole du maître.
Non, c'était effectivement, il y avait ce qu'on appelait le taurubos en grec, que nous traduirions, dans la collection Mudet, on ne traduirait pas comme ça, mais dans les cours, je ne le traduirais pas comme ça non plus, mais puisque je suis avec le micro dans une assemblée un peu différente, je dis c'est le bordel. Il faut imaginer, les Athéniens, mais ils n'arrêtent pas de crier. Enfin, la parole à Athènes, c'est très important. Tout citoyen a le droit de parler, donc on peut interrompre un orateur, et c'est très difficile. Il faut imaginer qu'ils parlent en plein air, les Gus. Hein. Ils sont 4, 5, 6 000, et 4, 5, 6 000, et quand on est 4, 5, 6 000, sans micro, vous imaginez ce que ça veut dire? Hein, je vais vous parler de... Vous étiez au collège, mais il y a 10 ans, justement, dès que j'étais président, il y a 10 ans, actuellement, il y a 10 ans, la fac était occupée. Il y avait 3, 4, 5 000 étudiants sur le parvis. Et pour s'adresser à eux, heureusement que j'avais le micro, hein. Sinon c'est pas possible. Alors il faut imaginer que l'Assemblée du peuple à Athènes, c'est très dur à évoquer, c'est très dur à parler. Alors effectivement, on se faisait couper, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il fallait non seulement avoir une voix forte, mais aussi avoir des arguments, c'est ce que les Athéniens appelaient le logos, les Grecs appelaient le logos, c'est-à-dire la capacité à bien parler, à bien s'exprimer, aussi à bien argumenter. C'est nickel, c'est vraiment the right man at the right place pour en plus évoquer le passé de notre université et les questions d'assemblée générale houleuses ou non. En contemporain, on retrouve ça avec Gambetta hein, dans Les banquets républicains, où quand il parlait devant 2000 personnes, il fallait quand même qu'il ait un peu de coffre, etc. Et on savait que c'était un grand orateur de ce point de vue-là. Alors, pour la question de la démocratie, effectivement, il y a une mission qui, moi, m'a étonné, où on est censé libérer un esclave, où en gros il veut partir, ton maître dit que tu sais peut-être quelque chose, etc. Et ce qui m'a étonné, c'était le côté l'esclave, un peu bêtement. Moi je m'étais dit, c'est un barbare, donc c'est peut-être quelqu'un qui vient d'ailleurs. Or là, on a l'impression que les Grecs eux-mêmes peuvent être esclaves. Oui, alors les Grecs peuvent être esclaves, bien sûr, même si au 5e siècle, à Athènes, à l'époque de Périclès, la plupart, ce sont des barbares, la plupart. Mais effectivement, on peut être un fils d'esclave, va devenir esclave. C'est-à-dire, par exemple, tout à l'heure, je parlais du maître de maison qui a culbuté une petite esclave. Le fils, il ne sera pas le fils de citoyen, hein. Il sera esclave lui-même. Et donc, on peut avoir effectivement des esclaves qui ne parlent que le grec parce qu'ils sont nés en Grèce. Ça, c'est sûr. Maintenant, le côté barbare, effectivement, les Athéniens, d'abord, ont pris des esclaves avec les guerres médiques, et les guerres jusque vers 450 contre les Perses, et après, ils ont fait de la traite. Ils partaient acheter des esclaves dans les terres barbares, en Thrace, en Géorgie, enfin, partout. Alors, il nous reste Sparte quand même, pour qu'on explique pourquoi les gens ont des gros pectoraux. Donc, on va d'abord... Non, voilà, c'était bien, c'est toujours le moment de tension. On va d'abord aller faire un petit tour dans la... Oh là. Alors là, clairement, le cheval a disparu. Oui, mais c'est mort. Évidemment, t'as la tué. Ok, mais il est indisponible. Il s'appelle Phobos? Ouais. Ça veut dire la peur. Hein. Qu'est-ce que j'en profite, maintenant qu'il est mort, c'est bon, je peux plus faire de bêtises. On va voir que l'architecture, enfin l'urbanisme de la ville de Sparte est évidemment très différent, fondé évidemment sur un côté très, on va dire austère, lié à la figure de guerre. Alors, à Sparte, vous avez effectivement, on va mettre 8 jours à y arriver, mais c'est pas grave, vous avez effectivement des institutions aussi, vous avez la Gérousie, les Gérontes, les efforts, mais ok, ça va très mal se passer là. Ouais. Et ce qu'on a retenu de Sparte, évidemment, c'est le modèle militaire, c'est l'éducation spartiate qu'on appelle l'agogé, et dont vous avez peut-être retenu ce moment où un jeune spartiate qui ne répondrait pas aux critères de la force serait jeté dans le cheval et à respawn. Voilà, reviens. Donc, où le jeune spartiate serait jeté dans une fosse dans les montagnes de Tégète.
Et ça, c'est une mythologie qui a duré tellement longtemps que, là c'est le moment où je parle un peu de ce que je sais faire, c'est-à-dire les nazis, même sous le Troisième Reich, les écoles de formation d'élite de certains membres de la SS se réclamaient du modèle spartiate, c'est ce qu'on appelait les Napolas, c'était l'école intermédiaire après le gymnasium pour aller ensuite dans l'armée et dans la SS. Alors, on arrive ici à Sparte, vous voyez qu'il y a une gamme chromatique qui est faite exprès, à savoir, on n'a pas du tout les couleurs désolé, on n'a pas du tout les couleurs d'Athènes. Il n'y aurait pas non plus ces bâtiments. Oui. Alors là, donc ça... Sparte, à l'époque de Périclès, sur l'acropole, la petite acropole de Sparte, il y a quelques temples, 2 ou 3 temples, mais vraiment il n'y a pas tous ces bâtiments. Donc là c'est exagéré. Ah oui. Alors, c'est même pas exagéré, c'est inventé. C'est inventé. J'en reviens à notre mythologie quand même. Je sais pas si vous avez vu, je suis passé devant un soldat qui avait un bouclier avec un V dessus. Non, c'est pas un V. Non, c'est pas un V, c'est un lambda. Ok. L'Akeda est monioïde. Là, c'est démonien. Ok. Tu regardes, il est inversé ton V, tu vas voir. Je vais essayer de trouver un... Si quelqu'un voit un soldat, il peut dire à droite ou à gauche. Je l'ai vu tout à l'heure, juste avant d'entrer. Ah. Est-ce qu'ils ont un bouclier? Pas de bouclier. Dans l'entrée, on est passé à côté de... Donc si tu sors, tu vas le revoir. Alors, toujours dans cette question de l'intertextualité, avant qu'on regarde la vidéo où tout le monde se met des coups de latte, où est-ce qu'il est passé? C'était avant. C'est à droite. Ah, sur le dos. Voilà. Voilà. Ouais. Et oui, c'est un lambda. Il est mal représenté, mais c'est un lambda. C'est la lettre L. D'accord. Toujours dans la circulation, pour ceux qui ont un peu de culture militante, vous savez que ça maintenant c'est devenu le symbole de génération identitaire. Les groupes d'extrême droite qui bloquent les migrants en Savoie et qui se sont bien installés à Lyon notamment. Et ce qui est intéressant, c'est devenu une sorte de symbole de toutes les choses qu'on voit actuellement pour des militants qui veulent en même temps récupérer l'héritage de force et une espèce de pureté raciale complètement inventée. Donc ça nous emmène vers cette Snyderisation de l'histoire, et il faut effectivement qu'on regarde une des scènes d'ouverture du jeu, qui est évidemment la bataille des Thermopyles, et où là on va voir clairement qu'on n'est plus, à mon avis, tu nous diras, on n'est plus dans l'histoire, mais on est en fait dans la répétition d'une geste cinématographique extrêmement violente. Toc, et c'est ici.
peu le moment quand Balou meurt dans... ça fait un peu... Alors, comme il nous reste 5 minutes et qu'il y aura peut-être une ou deux questions, donc bon, c'est assez émouvant. On peut aussi prendre un peu de distance et se dire que dans un jeu vidéo, voir une scène aussi bien à filmer, c'est un peu chouette, c'est quand même du beau cinéma. Donc, mythologie totale. À quel moment se crée ce mythe des Spartiates, du sacrifice, etc. Il s'est vraiment créé à partir du moment où Sparte a perdu sa puissance militaire et politique. C'est-à-dire c'est au milieu du IVe siècle, avec Xénophon, qu'on commence à voir dans un livre qui s'appelle la Constitution des Lacédémoniens, on voit comment est en train de se mettre en place le mythe de Sparte, et qui n'a cessé de se développer au fur et à mesure que Sparte déclinait. Et le sommet que l'on peut avoir, c'est avec Plutarque, au IIe siècle de notre ère. Et en fait, c'est sur ce fond littéraire, Xénophon, Plutarque essentiellement, que notamment les nazis, tu le sais, hein, ont puisé pour donner l'image totalement fausse d'une sorte d'Hitler-Jugend, par exemple, qui reprenait les canons de l'éducation spartiate. L'éducation spartiate n'était certainement pas très douce, mais aucune éducation en Grèce n'était très douce. Alors effectivement, la leur était particulièrement solide, hein, d'un point de vue, je dirais, physique. Pas trop d'un point de vue intellectuel, puisque les Spartiates passaient pour du roman les taiseux. On ne cause pas comme les Spartiates. D'où l'expression, on dit de parler laconique, quand on dit laconique, la Laconie, c'est le territoire qui est autour de Sparte. Et un parler laconique, c'est un parler où on dit peu de choses, mais il y a beaucoup de sens derrière. Voilà, ça aussi, le mythe de Sparte est passé dans notre vocabulaire. Vous connaissez peut-être aussi la chanson de Brassens, la guerre de 14-18, quand il dit « Je sais que les guerriers de Sparte ne plantaient pas leurs épées dans l'eau ». Et après, il leur rajoute que les grognards de Bonaparte ne tiraient pas leur poudre au moineau. Donc on a vraiment un mythe de Sparte qui est encore exact, qu'on a gardé ensuite dans une éducation spartiate, une nourriture spartiate. Une nourriture spartiate, c'est pas un 3 étoiles. Hein. Une chambre de cité universitaire spartiate. Non, ça c'est une tautologie. J'ai appris beaucoup trop de trucs. Là, le laconique, je n'avais jamais fait le lien. Est-ce qu'il reste une petite question pour conclure? Bon. Je veux bien récupérer la feuille d'émargement si elle est quelque part. Je vais juste prendre le micro 2 secondes. Voilà. Merci beaucoup pour tout ce qu'on a appris. Enfin, personnellement, moi, voilà, j'ai l'impression d'avoir plus appris que mon année d'agrég sur la Grèce hellénistique, ce serait pas mon prof. Et un tonnerre d'applaudissements pour Patrice qui s'est présenté.